Alors, on se retrouve pour la dernière table ronde de la journée. On a parlé emploi, on a parlé regard, on a parlé d'accompagnement. Et plusieurs fois dans les discussions sont arrivées la question de l'accessibilité, évidemment, à une vie de loisirs et une vie de culture. Donc, je suis ravie de cette table ronde qui a été composée par main de maître par Chantal Robert, qui est la responsable du pôle culture de Lorient, de la ville de Lorient. Voilà, vous allez voir, on va égrener avec les personnes qui sont ici que je vais vous présenter des choses très concrètes, des choses qu'on peut mettre en place très concrètement dans des équipements, même parfois assez anciens ou récents. Comment on peut rendre accessible la culture à tous, sans poser simplement la question du handicap, mais simplement l'universalité, l'universalisme quand on parle d'accès à la culture. Je rappelle juste qu'il existe quelque chose qui s'appelle les droits culturels, qui n'est pas très connu, mais qui fait pourtant partie des droits fondamentaux de la Déclaration universelle des droits de l'homme, qui a été conventionnée à Fribourg en 2008, je crois, et qui vient dire que l'accès à la culture et les droits culturels sont des droits fondamentaux de l'être humain. Donc, comme tout être humain, on ne parle même plus d'inclusion, on pose la question simplement d'avoir accès à la culture pour absolument tout le monde, sans faire distinction d'âge, de sexe, de religion ou de situation. Pour m'accompagner donc dans cette table ronde plutôt passionnante, j'ai avec moi Michel Hirdel et Jean-Pierre Tavzy, qui sont tous les deux ici présents, qui sont sourds. Donc c'est pour ça que vous avez en face de vous, un petit peu dos à vous, la personne qui a signé l'ensemble avec sa collaboratrice là-bas, qui a signé l'ensemble des tables rondes ce matin. Donc voilà qu'elle a une lourde charge d'arriver à traduire dans les deux sens tous les échanges qu'on va avoir. C'était très intéressant de les avoir à nos côtés, puisque en même temps qu'on va évoquer les différents équipements culturels, on aura avec nous notamment deux usagers qui vont pouvoir nous donner leur expérience, leurs sentiments, les choses qui restent encore à améliorer, ou au contraire ce qu'il faut faire. J'ai avec moi également Lola Mao, qui est médiatrice et chargée de l'action culturelle à l'Hydrophone, avec sa collègue à côté d'elle. Christophe Guéguin, qui est assistant de développement touristique sur le volet inclusion à Lorient Agglomération. Audrey Grandner, qui est adjointe à la directrice du musée de la Marine. Et Roselyne Donneau, qui est à ma droite, qui est musicienne intervenante et référente handicap au Conservatoire de musique et de danse de Lorient Agglomération. Donc vous l'avez compris, on va parler très, très concrètement. Je vais commencer par vous, Roselyne, d'ailleurs, puisque ça fait quand même quelques années que vous travaillez sur le sujet, je vais me pousser un petit peu, sur le sujet de l'accessibilité en fait par la musique et la danse à tout type de personnes. Et ce que je trouve intéressant, c'est que ça s'appelle, c'est un très joli nom, vous avez appelé ça le parcours des possibles. Et j'aimerais que vous racontiez un petit peu ce que vous avez mis en place au conservatoire, mais je sais très bien qu'évidemment, avant, vous avez exercé cette façon de faire dans d'autres structures. Mais en tout cas, comment aujourd'hui ça s'exerce au conservatoire, qui est un réseau, pour permettre à tout enfant ou adulte porteur de handicap d'accéder à des cours de musique et de danse. Oui, bonjour à tous. Je suis ravie de pouvoir partager cette table ronde avec vous. En fait, moi, je suis musicienne intervenante depuis une vingtaine d'années à Lorient. Donc, je travaillais essentiellement dans les écoles primaires et je me suis assez vite orientée vers les publics dits empêchés, donc pas forcément en situation de handicap. J'ai notamment fait des ateliers musique en prison, en néonat, enfin voilà. Essayer de faire rentrer la musique par toutes les portes. Donc ça a été une des premières expériences qui m'ont beaucoup plu et qui m'ont vraiment donné envie d'aller plus loin. Oui, je te vois, Malou, qui travaillait avec moi à Carpap en 2012. Voilà. Donc je suis après intervenue à l'école de Carpap, où je travaille toujours. Et après, la question s'est posée de l'ouverture de notre établissement, le conservatoire. Il y avait des choses à améliorer, le public avait un petit peu du mal à rentrer dans notre établissement. Ce n'était pas forcément des parcours qui étaient toujours très adaptés. Donc on s'est penché avec une équipe
d'enseignants et là, de notre direction sur le sujet pour trouver un dispositif qui soit le plus adapté possible et pour pouvoir ouvrir les portes du conservatoire à tous les publics. Et de là est né donc le parcours des possibles. Oui, on est très fiers de ce nom qui nous semble être vraiment juste. Donc en fait, on a plusieurs volets. Donc moi, je suis référente accessibilité handicap. C'est une des premières choses qu'on a mis en place de manière à avoir un interlocuteur privilégié pour l'équipe du conservatoire, les enseignants et les familles et les usagers, de manière à ce que ce sujet du handicap ne soit plus un sujet... j'ai envie de dire que ce ne soit plus un sujet tabou, que le terme handicap, on puisse en parler très ouvertement avec une personne qui va pouvoir être à l'écoute et qui va pouvoir trouver des solutions s'il y a des difficultés. Donc c'était important qu'il y ait une personne qui soit vraiment missionnée pour ça. Donc c'est une partie de mon travail. Après, on fait donc beaucoup d'interventions avec les structures. On fait des appels à projets auprès des structures qui viennent donc faire des activités au conservatoire en groupe. On travaille donc avec des IME, des CESAD. On travaille aussi avec des CPEA, le CAMS. Donc là, on fait des activités... Que de sigles. Que de sigles, voilà. Et ne me demandez pas parce que j'ai pas toujours toutes les lettres dans le bon sens. Okay, en plus, ils changent de nom parfois. Donc des structures en tout cas d'accueil de personnes en situation de handicap, le Foyer Soleil aussi cette année. Et donc on leur propose une activité musique ou alors un atelier de percussion. On fait aussi un atelier de danse contemporaine. Et donc ces groupes qui viennent avec leur structure viennent au conservatoire pour faire l'activité. Donc on travaille avec une bonne dizaine de structures cette année qui viennent régulièrement au conservatoire, toutes les semaines au conservatoire pour faire cet atelier. Et le dernier volet de ce dispositif du parcours des possibles, c'est de rendre accessible le conservatoire, donc les cours du conservatoire. Donc on accueille des personnes qui vont pouvoir s'inscrire dans le cursus qui existe, qui vont pouvoir faire un instrument, mais qui vont peut-être avoir besoin d'un aménagement de temps ou de ma présence, par exemple, sur un cours de formation musicale. Donc ça, c'est envisageable. Ça peut être aménager le temps de cours parce que c'est un temps de cours qui va être trop long ou alors il y a un besoin d'un temps pour se préparer, pour pouvoir jouer. Donc on fait un cours un petit peu plus long. Enfin, en tout cas, trouver tout un tas d'adaptations pour que le cours se passe le mieux possible. Et le dernier volet, c'est que du coup, les élèves qui ne peuvent pas s'inscrire dans le cursus, je les accueille dans des ateliers adaptés avec du matériel. On entendait un petit peu quelques notes là tout à l'heure, c'est l'orgue sensoriel que nous avons acheté qui équipe notre salle de musique. Expliquez un peu ce qu'est l'orgue sensoriel parce que vous en faites effectivement un instrument de musique, mais c'est surtout un instrument de jouer ensemble. Exactement. En fait, c'est un instrument qui a été inventé par un facteur d'orgue, donc c'est assez surprenant, mais qui fait donc des orgues d'église. Voilà, c'est ce qu'on entend là. Qui est donc du matériel de musique assistée par ordinateur, complètement dédié à un logiciel de musique adapté. Et on a des capteurs et des déclencheurs et des variateurs qui sont adaptés à tout type de handicap. Donc des personnes qui peuvent être très contraintes dans un fauteuil, on arrive à trouver des petits outils qui vont pouvoir les faire jouer avec le front, avec juste le doigt, avec le pied, on a tout un tas de variateurs et de déclencheurs qui sont adaptés à tout type de handicap, qui permettent donc de faire de la musique. Et évidemment, pour aller encore plus loin, c'est de jouer ensemble. Donc c'est leur instrument de musique et ils peuvent jouer avec d'autres musiciens qui vont être valides et qui vont jouer du piano ou qui vont jouer de la batterie. Et eux, ils seront sur l'orgue sensoriel à faire une impro avec un instrument trompette ou saxophone, mais avec du matériel adapté. Alors vous avez été très loin parce que vous allez jusqu'à bousculer un peu quand on parle d'école de conservatoire. Ça reste une école, donc avec des validations, avec un cursus, avec un CIB, avec ce qu'on appelle un PGE, un parcours global d'études. Donc voilà, tout ça est très académique, qui donne même parfois une image, pour les gens qui ne connaissent pas trop le conservatoire, un peu poussiéreuse ou un peu difficile d'entrer. Et vous justement, vous expliquez que pour pouvoir accueillir ces personnes avec un apprentissage qui va être différent, il faut réinventer aussi les manières de
de qualifier, de certifier, mais qu'il est possible aussi de faire un parcours et d'avoir des moments où on valorise aussi une audition, parce que c'est souvent des galops et des auditions dans les conservatoires. Vous êtes allé bousculer quand même les profs dans cette vieille institution qui, j'imagine, n'ont pas tous d'emblée accepté le fonctionnement. Ça a été compliqué ? Je pense que le fait d'avoir vraiment parlé de ça en équipe et d'avoir montré que de toute façon c'est un droit, la réponse de je ne suis pas formée pour ça n'est plus entendable en fait. On peut toujours adapter sa pédagogie. Alors après, il y a des enfants ou des adultes qui ne vont pas pouvoir faire de piano parce qu'ils ne sont pas en capacité physique de faire du piano. Mais la réponse doit pouvoir être apportée de leur proposer autre chose. Donc l'équipe, elle a bien évolué et elle fait aussi appel à moi quand elle se sent en difficulté. Enfin, c'est aussi ça le but, c'est qu'il y a un dialogue et que les choses puissent avancer tranquillement et qu'on essaie de trouver des solutions, des adaptations. Donc je pense que c'est ça qui a été dépoussiéré en fait. C'est surtout de se donner confiance et de ne plus avoir peur. Parce qu'en fait, n'importe quel enseignant est capable d'adapter sa pédagogie de la même manière que pour les personnes valides. On ne va pas tous apprendre de la même façon et à la même vitesse. Et il y a des choses qui vont marcher avec certaines personnes et pas avec d'autres. Je pense que pour le public en situation de handicap, c'est pareil. Donc en fait, il suffit de déverrouiller certaines choses, des craintes, des appréhensions et finalement les choses avancent. Et on a une équipe qui est de plus en plus ouverte et moins peureuse face à ça, parce que c'est un peu une crainte que certains avaient, je pense, et ça peut être légitime aussi, d'avoir un peu cette peur d'avoir des élèves en situation de handicap. Donc aujourd'hui, est-ce que vous avez une idée du nombre de personnes, enfin je pense sans doute, vous avez un chiffre qui nous donne une idée de combien de personnes vous accompagnez, quel que soit le type de handicap ? Alors au sein du conservatoire, on a des personnes qui sont en situation de handicap qui sont même pas... qui n'ont même pas eu besoin de me rencontrer parce que les choses se passent très bien. Donc on n'a pas forcément besoin d'adapter le parcours. Mais je pense qu'on a au moins une bonne vingtaine d'élèves qui sont dans le cursus. Et après, avec les structures, on est à, je pense, une centaine de personnes qui viennent au conservatoire faire de la musique et de la danse. Parce que du coup, on a une nouveauté cette année, c'est qu'on a créé un cours de danse des possibles. Je fais la pub parce que en fait, c'est tout nouveau, ça vient de démarrer et pour l'instant, ça prend mais vraiment très très tranquillement et on aimerait vraiment que ça prenne forme parce qu'on y croit. Et pour le coup, c'est des cours de danse mixtes, personnes valides et personnes en situation de handicap parce qu'on aime bien cette idée aussi. Donc c'est la prof de danse contemporaine qui anime cet atelier. On a un cours pour des enfants d'âge primaire, un cours pour des enfants d'âge collège. Et on espère pouvoir créer un cours adulte à l'avenir. Alors ça fait un peu rêver, même si ça devrait être naturel. Ça veut dire que le conservatoire du Pays de Lorient est devenu équipement ressources, en tout cas, équipement de référence. Est-ce qu'on peut imaginer que cet apprentissage et ce savoir-faire et ce savoir accueillir va pouvoir s'étendre et que d'autres conservatoires, d'autres écoles de musique et de danse viennent s'inspirer de vos pratiques ? Il y a déjà des contacts qui sont mis en place. Vous avez fait ça, j'en étais sûre. En fait, on n'a pas tellement cherché les équipements, c'est les équipements qui viennent à nous. Donc, on a beaucoup de personnes qui nous ont contactés pour réfléchir à leur propre dispositif avec les moyens qu'ils auront et aussi avec le territoire qu'ils ont autour d'eux. Je pense que c'est la première chose à faire, c'est de prendre un peu la mesure de ce qu'on a comme structure et comme choses qui se font déjà, parce qu'il y a aussi des associations qui font de la musique et qui font ça très bien, donc il ne faut pas faire doublon, mais en tout cas, on a pas mal d'établissements, de conservatoires, d'établissements d'enseignement artistique qui nous ont sollicités sur le sujet, parce que ce qu'on a mis en place, c'est super. Oui, il faut le dire. On est assez contents. Ouais. Donc si vous avez des enfants ou vous-même, vous voulez faire de la danse, de la musique, même en situation de handicap, on pousse les portes du conservatoire, on pose la question et dans tous les cas, vous mettrez en place un dispositif pour voir quel type d'instrument, qu'est-ce qui est possible. En tout cas, on ose pousser la porte. C'est ça, exactement. Alors, je vais me tourner vers Michel et Jean-Pierre, juste pour savoir, je vais les faire réagir un petit peu à chaque fois, mais est-ce qu'ils ont déjà pratiqué un instrument de musique ou de la danse ? Et par rapport au témoignage que vous venez de faire, est-ce qu'ils auraient, si c'est le cas, voulu avoir ce type d'accueil des possibles pour le faire ?
Merci. Bonjour, donc je me présente, Michel, et en effet par rapport à votre question sur la musique, on pourrait croire que les sourds n'aiment pas du tout la musique, et au contraire, les sourds adorent la musique, à la condition que celle-ci leur soit accessible. Il faut par exemple des planchers en bois, afin que la vibration puisse se communiquer tout le long du corps. Et vous qui parliez de musique, alors par exemple tout ce qui est musique classique, alors en septembre, au mois de septembre, on a fait un test avec des gilets vibrants. Bon, alors le résultat a été plutôt, ça a été un échec, puisque en termes de sensations, on n'était pas capable de savoir de quel compositeur il s'agissait. Les personnes entendantes nous disaient « Ah oui, c'est lui, ça c'est du piano, ça c'est ceci », mais en tant que personne sourde, on ne pouvait pas percevoir tout cela, alors qu'avec la batterie, par exemple, c'est assez facile. Hein, et puis bon, en termes de sensations, c'est plus facile à deviner, alors que pour la musique classique, c'est plus compliqué. Et on a demandé les avis des participants et le retour était que c'était assez artificiel finalement. Et au niveau des gilets, on a répété cette même expérience plusieurs fois. Et par contre, c'était difficile pour les personnes sourdes de savoir précisément quelle était l'origine de ce qu'ils ressentaient. Il fallait répéter l'expérience plusieurs fois, donc c'était un peu compliqué à ce niveau-là. Néanmoins, pour ce qui est de la musique classique, c'est vrai que c'est difficile. Pour toute autre sorte de musique, par exemple le rap, le rock ou tout autre style, là, ça va être direct. On va pouvoir ressentir plus facilement, alors que la musique classique, c'est plus compliqué déjà. On va en parler de ces gilets vibrants. Merci beaucoup Michel. Avec Lola sur l'hydrophone, puisque là on a parlé d'un équipement qui existait déjà, qu'il a fallu faire progresser vers le handicap. Vous c'est l'inverse, Lola, vous êtes arrivée à l'hydrophone avec le projet artistique et culturel qui était d'emblée, qui incluait ces questions-là d'inclusion. Alors inclusion, encore une fois le terme on ne l'aime pas trop, mais en tout cas d'accessibilité à tous. Et vous êtes allé sur des expériences dont vient de parler Michel, mais très intéressantes à l'hydrophone. Est-ce que vous pouvez en parler, notamment le chansigné? Parlez-nous déjà du fait que vous avez cherché à ce que, effectivement, alors c'est peut-être pas vous qui l'avez écrit, mais en tout cas dans le projet artistique et culturel de l'hydrophone, il y avait déjà cette question-là qui de toute manière allait être abordée à la source. Oui, bonjour. Du coup, moi, je suis chargée des actions culturelles à Hydrophone. Et en fait, dans ce cadre, je vais faire un peu comme a fait Roselyne, c'est-à-dire que mon poste est autour de la création de projets avec des publics dits empêchés. Donc, dans ce cadre-là, je vais travailler avec beaucoup de structures relais. Que ce soit dans l'insertion sociale, que ce soit même en prison, que ce soit avec le public en situation de handicap. Enfin voilà, je vais avoir un panel de partenaires que je vais aller chercher et avec ces partenaires-là, on va créer des projets adaptés. Donc en fait, mon poste est fait pour. C'est une première entrée. Après là, l'idée c'était que ce soit pas que l'accessibilité soit pas liée à que un poste. Parce que sinon, c'est pas finalement de la vraie accessibilité pour moi. Donc moi, je peux être une personne ressource aussi, je sais travailler avec des personnes relais, mais à un moment, Hydrophone se doit d'être ouvert à tous et toutes, et quand ils passent par l'action culturelle, ils puissent revenir en autonomie sans passer par moi, et les personnes de l'équipe puissent les accueillir autant que moi je puisse le faire. Donc du coup, on a pas mal travaillé aussi sur le fait de former, en fait, que tout le monde se forme à l'accueil des personnes en situation de handicap et tout le monde soit, on va dire, aguerri pour accueillir les personnes, toutes personnes en fait qui veulent venir à Hydrophone. Donc ça, c'était juste pour refaire un peu le point sur mon poste et en même temps l'équipe. Rappelez quand même que l'hydrophone est une salle, notamment une salle de concert. Ah oui, alors nous faisons de la programmation musicale avec une salle de concert avec un club de 200 places et une grande salle de 500 places. Et ensuite, on accompagne aussi des résidences
Et on fait aussi tout ce qui est, comme on a des studios de répétition, et pour tout musicien amateur. Donc dans ce cadre-là, toute personne qui veut venir répéter dans nos studios est la bienvenue. Mais il faut déjà le savoir. Et puis, il faut déjà savoir comment venir. Et puis, il faut déjà connaître l'équipe. Enfin, voilà, il y a quand même plein d'étapes pour que ce lieu-là soit accessible, malgré qu'il soit nouveau, puisqu'il a été créé il y a 4 ans. En fait, il est assez excentré du centre-ville. Et il y a pas mal de choses qui bloquent quand même l'accès à des personnes, soit à mobilité réduite, soit des personnes non-voyantes que aussi on a rencontrées, où finalement, on a encore plein de travail à faire pour que ce lieu-là soit finalement très accessible. Par contre, le bâtiment en soi est accessible. Enfin, il y a les studios enfin, il y a des ascenseurs, les studios sont assez larges, les portes sont toutes larges. Il y a plein le bâtiment en soi est accessible. Mais finalement, il y a quand même des choses qui restent à régler. On s'est retrouvé avec la ville de Lorient pour collaborer sur une programmation autour d'événements qui seraient accessibles aux personnes sourdes. Et donc, dans ce cadre-là, on a programmé un concert de rock en Chansigné à Hydrophone, et on a pu tester les gilets vibrants, mais aussi on s'est tous formés à l'accueil des personnes sourdes, alors sourdes de naissance, mais aussi sourdes de vieillesse. Enfin, il y a on a rencontré une multitude d'handicaps dans le handicap. Donc ça, c'était aussi une découverte pour nous. Et du coup, on a pu tester en fait une soirée où on accueillit un groupe de personnes sourdes, totalement sourdes, qui ont elles essayé les gilets vibrants, et c'était pareil, c'était pas si fou que ça pour tout le monde. En fait, on a eu autant de retours d'expérience que, enfin, tout le monde n'était pas conquis par le gilet vibrant. Alors nous, on travaille sur les musiques amplifiées, donc des fois, il n'y a pas besoin de gilet vibrant. Et ça, basse vibrassée comme ça. Oui, c'est ça. Alors, c'est pas sur un plancher, c'est sur du béton, mais franchement, ça vibre déjà très bien. Et donc voilà, des fois, le gilet vibrant peut être un peu gadget pour certaines personnes, et pour les personnes qui étaient qui avaient des problèmes auditifs. En fait, c'était pas très agréable. En fait, le gilet vibrant, ça pouvait être aussi un peu brutal. Donc voilà, on a découvert ça. Donc peut-être c'est des choses à adapter, mais en tout cas, ce que nous on retient, c'est plutôt l'accueil en fait qu'on a fait à l'accueil très inclusif, on va dire, de ces personnes qui sont venues et qui ont pu boire un coup comme tout le monde, rigoler avec tout le monde. On a vraiment on était plusieurs à l'accueil pour pouvoir accueillir tout le monde de la bonne façon, et en fait on a vraiment passé des riches moments humains en fait entre tout le monde, où voilà, c'était plus sur le terme humainement en fait. Ce qui s'est passé était très agréable pour toute l'équipe. Je ne sais pas si ça répond à la question. C'était l'idée, c'était plus de vivre une expérience ensemble. Comme on l'a dit tout à l'heure, c'était jouer ensemble, vivre la musique ensemble. Là, c'est aussi en faisant des tests. N'empêche, vous avez tous été réunis. Vous avez fait aussi, je crois, avec des caissons vibrants en extérieur. Lors d'une... Chantal Robert m'expliquait ça. Alors, c'est peut-être pas avec l'hydrophone, mais avec non, je pense, le fait de la musique peut-être, où les enfants ont testé. Ce que j'ai compris, c'est qu'en fait, avec le gilet vibrant, les percussions finalement bougent, mais quand c'est des cordes, a priori, le gilet ne réagit pas bien. Enfin, c'est ce que je comprends, parce qu'il parlait de musique symphonique où il n'y avait pas grand-chose qui se passait, alors que quand il y a de la percussion, ou même peut-être du piano, où ça vient quand même percuter un peu, ça fonctionne un peu mieux. À revoir, quoi. Franchement, je m'y connais pas assez en gilet vibrant pour savoir à quel endroit ça coince ou pas. Après, il y avait eu aussi le côté de faire du chansigné pendant le concert. Là, ça a conquis vraiment l'ensemble du public, parce que finalement... Alors, c'est quoi le chansigné? Il y a de la musique et quelqu'un qui signe à côté? En gros, c'était un concert de rock avec des paroles en français. Donc, du coup, il y avait 2 chansigneuses, mais qui sont aussi dans une posture très, très théâtrale, et qui avaient une place au même titre que les musiciens.
Et donc du coup, c'était pas à côté, c'était vraiment inclus dans la création. Et je crois qu'elles ont fait 5 semaines de résidence, donc c'est un coût humain, financier. Enfin, il y a eu énormément de temps pour que ce soit qualitatif au niveau artistique aussi, et que ce soit pas la personne qui signe soit pas juste à côté, en fait, et un peu comme ça va correspondre aux personnes qui n'entendent pas. Donc là, c'était vraiment inclus. Donc tout le monde a pu aussi profiter de cette prestation-là, qui était aussi qualitative que les musiciens. Donc à cet endroit-là aussi, on a vu il y avait eu des personnes en fait qui nous avaient dit que il fallait juste chansigner les concerts et voilà, ça allait le faire. Mais en fait, c'est un moyen, si on veut aussi avoir la même qualité artistique, et ben il faut aussi aller chercher, des moyens, voilà, humains, financiers, et accompagner de la résidence. Et ça, c'est quelque chose qu'on se rend peut-être pas compte. Quand on veut peut-être chansigner un concert. Ce que je comprends aussi, c'est que quand on veut faire de l'accessibilité, on ne pense pas juste au public, mais ça veut dire que aussi dans la programmation, on doit avoir dans la programmation des gens en situation de handicap qui sont des artistes avant tout. Et cette proposition-là, pour le coup, elle est pour tout le monde aussi. Enfin, c'est des deux côtés de la scène, en fait. C'est ça, il y a eu des super retours, parce que certains avaient déjà vu le concert sans chansigner. Et du coup, on l'a tous revu, et en fait, ça a percuté. Enfin, c'est plus viscéral, parce qu'en fait, c'est très théâtralisé. Enfin, je crois qu'elles n'aiment pas trop ce nom-là, parce que je parle en leur nom, mais en tout cas, ça a permis des choses qu'on ne s'attendait pas au niveau artistique, et ça, je pense, c'est ce qu'on va retenir. Après, si on veut du coup refaire quelque chose comme ça, eh ben, faut aussi qu'on aille, nous, dans nos pratiques, il faut aussi qu'on passe beaucoup de temps en coordination, aller chercher les bonnes personnes, aller chercher des financements, aller chercher des moyens, et tout ça, ça se fait pas d'un claquement de doigts, quoi. C'est aussi ce qu'on a réalisé, nous, dans notre quotidien. Voilà. Votre collègue veut peut-être compléter À Hydrophone, ce qu'a amené, on va dire, ce travail, c'est vrai que l'inclusion, comme on l'a dit dès le début, les équipements artistiques et culturels, c'est une valeur forte. Voilà, ça fait partie intrinsèquement de leur projet. Après, de travailler systématiquement avec des personnes en situation de handicap, ça demande de mobiliser une équipe. Donc nous, justement, on a voulu que ce soit une équipe, la majorité de l'équipe qui soit mobilisée autour de cette question, en fait, qu'on soit tous en capacité d'accueil et de travailler cette posture d'accueil. On n'est pas des experts d'handicap, l'handicap de la surdité, l'handicap visuel, etc. Mais en tous les cas, la posture d'accueil, on avait à cœur de tous l'acquérir. C'est-à-dire que les questions premières, de quoi avez-vous besoin, ça, on est tous capables de la poser. Et en fait, déjà avec ça, on peut, j'allais dire, s'ouvrir à beaucoup de situations qui sont et qui ne nécessitent pas un aménagement technique. Parce que quand on pense handicap, on a des préjugés qui arrivent tout de suite. On pense fauteuil roulant et on pense aménagement technique. Alors que ce qu'a amené la ville de Lorient avec Pour s'entendre, c'était de travailler avec des associations d'usagers. Et pour nous, c'est très précieux de travailler énormément en réseau avec des associations d'usagers, que ce soit les Sourds et Malentendants du Morbihan, CC Web pour la cécité, etc. Parce que ça permet en effet d'affiner, de contrer nos préjugés, on en a une flopée, des erreurs d'appréciation, c'est pareil, et aussi de pouvoir affiner. Et en effet, si les gilets vibrants, c'est pas top, on n'ira pas vers ce type de matériel. Si la qualité première, c'est celle de l'accueil, celle de la posture, oui, formons alors toutes nos équipes à cette qualité-là d'accueil, de posture, à cet automatisme de questions, de quoi avez-vous besoin? C'est vrai qu'on avait un des représentants de CC Web qui disait, moi, la première chose, c'est de me montrer où sont les toilettes. Ça, on sait faire. Il n'y a pas de souci, ça on sait. Et ensuite, en effet, c'est de gagner en autonomie. Et nous, on est d'accord avec cette valeur-là, c'est-à-dire que si c'est de viser l'autonomie de chaque usager qui vient, quel qu'il soit, oui. Donc, on va travailler cette posture-là de l'autonomie, l'autonomisation. Après, on a encore des aménagements techniques à faire. Et ce qui est important, c'est en effet, pour cette autonomisation,
qu'on arrive justement à mobiliser toute l'équipe autour de ces questions. Voilà, donc pour nous, ça c'est important, c'est de travailler avec les usagers et c'est de travailler aussi en réseau, soit au niveau territorial comme on l'a fait là. Donc en effet, avec le conservatoire, Roselyne, elle est référente handicap, donc pour nous c'est une ressource. Mais on a pu travailler avec Pour s'entendre, etc. à l'occasion, donc travailler en réseau au niveau territorial. Et aussi travailler en réseau, nous, au niveau sectoriel, parce qu'on travaille dans un secteur artistique qui s'appelle les musiques actuelles, donc on a aussi beaucoup de ressources à ces endroits-là. Donc ça permet en effet d'aller beaucoup plus loin. Merci. Ce qu'on comprend surtout, c'est que voilà, le handicap, ne l'abordons pas en ayant l'impression que c'est une question réservée aux spécialistes, mais plutôt une question d'échange, de partage, d'écoute, de formation et d'équipement sans doute. Jean-Pierre, est-ce que vous allez régulièrement au musée ? Est-ce que vous êtes allé récemment justement au musée, il y a 2 musées, le musée de la Marine et le musée de la Compagnie des Indes? Alors, excusez-moi, j'ai un petit peu décroché. Moi, j'y connais rien en musique, en fait. Moi, je connais pas vraiment la musique. Oui. Mais moi, je connais pas de musée en rapport avec la musique. Je connais pas vraiment. Alors, si je peux rajouter quelque chose, Michel, par rapport à ce qui est des musées, évidemment, le problème d'accessibilité, il est notamment vis-à-vis de l'écrit. Souvent, en fait, c'est très résumé et les personnes sourdes ont besoin de détails, ont besoin d'informations. Souvent, les personnes qui vont au musée ont un audio guide, mais pour les sourds, comment ça se passe? Alors, il y a 2 options qui peuvent être mises en place. La première, c'est faire venir un interprète, comme aujourd'hui. C'est-à-dire qu'il y a le guide tout à fait standard, à côté de lui, il y a un interprète et ils font la visite. Ce qui est différent des entendants et des sourds, ce qu'il ne faut pas oublier, c'est que les entendants, ils peuvent écouter l'information et regarder le tableau en même temps. Pour les sourds, c'est pas le cas. Les sourds, il faut qu'ils regardent l'interprète pour avoir l'information et ensuite, ils peuvent se concentrer sur le tableau. Et du coup, ça rallonge conséquemment la visite. Et des fois, il y a des guides qui comprennent pas parce qu'en fait, ça demande plus de temps d'écouter les informations et de regarder le tableau et de mettre en application. Et ça peut même tripler la durée parce qu'en fait, les personnes sourdes ont très peu accès à la culture et aux informations. Et donc du coup, dès qu'elles se retrouvent dans un musée avec un guide, il y a beaucoup de choses qu'elles ne savent pas et elles ont plein de questions. Et parce que les personnes sourdes n'ont jamais accès à la culture. Là, ça fait 3-4 ans en fait que nous, dans notre commission culture, on essaie justement de travailler sur l'accessibilité culturelle. Si on compare ce à quoi ont accès les entendants et ce à quoi ont accès les sourds, c'est vraiment très peu. Enfin, il y a vraiment une grosse différence. Donc voilà, donc il y a 2 options. Il y a la possibilité interprète, ou le mieux, c'est d'avoir un guide sourd directement qui fait la visite en langue des signes. Et ça, en fait, des guides sourds, en fait, le mieux, c'est de travailler justement, en fait, pour ça, travailler en partenariat avec la mairie, avec le service culturel de la mairie. C'est comme ça, en fait, qu'on peut avancer. Parce que les sourds ont une vraie soif de culture. Oui, c'est vrai, dit Monsieur Davzy. Il n'y a pas de... en fait, on a très peu d'accessibilité, très peu d'occasions d'aller se promener. Par exemple, je vous donne un exemple, là, sur la journée handicap, aujourd'hui, il n'y a rien sur les sourds, en fait. Normalement, les sourds, on fait partie donc, du handicap invisible. Et oui, on peut marcher, on peut manger, on peut se déplacer comme vous et moi. Mais c'est vrai que là, aujourd'hui, au salon, il n'y a rien qui soit en lien avec les sourds. Et justement, c'est pour ça qu'on essaie de travailler en partenariat pour diffuser l'information et pour que justement, on soit beaucoup plus visible. Alors, si vous êtes là aujourd'hui, donc il y a quand même quelque chose pour les sourds. Vous êtes 2. Oui, bon, on est que tous les 2. Vous êtes 2 et... c'est vrai, dit Monsieur Davzy, si je peux rajouter, en fait, les sourds adorent justement les visites culturelles, les visites au musée, c'est le genre de choses qu'ils aiment beaucoup, mais en fait, il y a beaucoup d'informations qui leur passent... qui passent au-dessus, auxquels ils n'ont pas accès, parce qu'en fait, ils regardent juste le tableau, mais n'ont pas les explications, ils ne comprennent pas. Donc, en fait, ils payent leur entrée et ont un accès minimal à l'information, aux œuvres d'art. Et donc, du coup, voilà, après, je vais redire ce que disait mon collègue, donc c'est pas forcément la peine. Oui, excusez-moi, je ne veux pas prendre trop de temps de parole, je vais essayer de faire court. Je sais qu'il y a 2 intervenants, excusez-moi. Mais c'est vrai que, par exemple, pour ce qui est de Nantes, dans le 44, tous les 15 jours, un samedi tous les 15 jours, en fait, il y a des visites culturelles,
accessible aux sourds. Dans le Morbihan, pour l'instant, il n'y a rien et c'est pas normal. Alors là, forcément, ça demande du temps, on prend notre temps, il nous faut de la patience et on travaille justement pour développer ça. Et c'est le même travail qui est fait à Nantes entre les associations et la mairie et qui leur a permis justement à la mairie d'embaucher un guide sourd à temps plein. Là, jusqu'à présent, nous, en fait, à chaque fois, on fait du bénévolat. Mais en fait, le bénévolat, ça nous prend beaucoup de temps, ça nous prend de l'énergie. Et donc, du coup, c'est vrai que voilà, on a l'espoir qu'à terme, la mairie puisse embaucher un guide sourd. Audrey Grandner, je suis obligée de vous faire réagir. C'était effectivement pour introduire votre travail, parce qu'il y a du travail qui est fait au musée de la Marine, il y a du travail qui est fait aussi au musée de la Compagnie des Indes. Où on en est et est-ce que vous vous retrouvez complètement là, dans les propos que tiennent Michel et Jean-Pierre, ou vous trouvez que c'est un peu ingrat, vous avez avancé? Ah non, mais je suis d'accord avec eux. Peut-être pour situer un petit peu l'organisation du Musée national de la Marine. Donc nous, on est basé à Port-Louis au sein de la Citadelle. Qu'on partage avec le musée de la Compagnie des Indes, le musée d'art et d'histoire de la ville de Lorient. Donc moi, je ne vais pas parler en leur nom, je vais parler au nom du musée national de la Marine, qui est un musée qui dépend du ministère des Armées. On est une structure un peu particulière, on est un musée en réseau, présent sur 5 sites en France, à Brest, Toulon, Rochefort en Charente-Maritime, Port-Louis et à Paris. Dans ce qu'on appelle les musées des ports, on est des petites équipes. On est multifonction et à Paris, on va avoir les services ressources, communication, RH, direction, com, médiation. Et notre référente accessibilité est basée à Paris. Moi, je suis ses yeux sur site et donc je fais le relais sur l'accessibilité pour le Musée national de la Marine à Port-Louis. Moi, je suis arrivée il n'y a pas longtemps. Le site n'est pas accessible car on est dans un monument historique, donc on doit composer avec la contrainte architecturale, les monuments de France également. On ne fait pas ce qu'on veut. Donc on essaye de mettre en place des petites choses pour accueillir plus facilement tous les publics. Donc ça passe par la formation de toute l'équipe. C'est important de pouvoir accueillir convenablement tous les publics. Après, voilà, on met en place des choses, comme des fauteuils roulants tout terrain, parce qu'on est sur un site pavé, très difficile d'accessibilité, et ils sont très appréciés des visiteurs. Donc voilà, on a mis ça en place. On a un registre d'accessibilité disponible à l'accueil qui permet d'expliquer comment venir chez nous, qui est accessible également sur notre site internet. Site internet qui va être complètement refait et donc avec un volet accessible pour tous les handicaps. Parce que c'est aussi une bataille du quotidien d'expliquer à nos collègues de la communication que tous les supports de com doivent être accessibles et c'est un long chemin de bataille, mais on y arrive petit à petit. Après, voilà, c'est vrai que la question des cartels et des textes dans les musées, aujourd'hui, c'est pas terrible chez nous. On a commencé à refaire une partie de tous nos cartels en augmentant la police, en jouant sur le contraste des couleurs. Donc on fait ça petit à petit. Alors ça, c'est dans le cadre de ce qu'on appelle le livret Falk, facile à lire. Alors non, et à comprendre. C'est les cartels dans les salles qui présentent les objets. Ouais. Et à côté de ça, on est en train de finaliser un livret Falk, facile à lire et à comprendre. On avait échangé avec Christophe il y a quelques temps dessus, parce que c'est aussi ça, c'est rencontrer les collègues des autres sites pour avoir leur retour d'expérience et puis nous accompagner aussi. Et donc suite à cette rencontre, voilà, on s'est lancé aussi dans le livret Falk. Donc c'est un travail extrêmement intéressant parce que j'ai eu une formation sur la conception d'un livret Falk. C'est une façon aussi pour nous, en tant que médiateurs, de se réapproprier notre site et c'est extrêmement enrichissant. Et on a été accompagnés par ComAccess qui nous a guidés tout au long du processus. En octobre, on a eu une visite test sur site avec des personnes de l'ESAT de Guidel. Ils étaient les testeurs, puis ils nous ont fait leur retour, ce qui allait pas. Donc ça, c'est extrêmement important.
Et donc là, on attend la certification et le livret sera normalement disponible à partir de début d'année prochaine. Donc, alors, quid de la question de Jean-Pierre et de Michel? C'est intéressant de savoir qu'à Nantes, s'ils l'ont fait, ça doit être possible. Maintenant, est-ce que c'est les deniers publics qui posent question? Mais avoir effectivement la possibilité d'avoir un guide qui signe pendant une visite une fois par mois, est-ce que ça, c'est pas finalement assez simple et envisageable? alors, ce sera pas du personnel en interne, donc c'est Une prestation? une prestation, ça se budgétise, Ça. voilà. Mais tout est possible. Après, c'est vrai qu'on a mis pas mal de choses plutôt pour le handicap visuel avec des maquettes tactiles dans le parcours. Là, on s'attaque au livret Falk. Pour le handicap moteur, les choses se mettent aussi petit à petit avec la contrainte du bâtiment. Pour nous, c'est vrai que le handicap auditif est le plus compliqué à mettre en place. Personne n'est formé à la langue des signes chez nous, je ne vous le cache pas. Donc c'est faire appel à un guide extérieur, ça se budgétise, mais tout est possible. Parce qu'en fait, ce que Michel et Jean-Pierre font aussi, parce qu'eux, ils font du prosélytisme pour vous. Donc, c'est vrai que c'est que dans cette commission culture qu'ils ont, avec plus d'une centaine de membres, si j'ai bien compris, en tout cas, ils font la promotion des actions culturelles de la ville. Et ils expliquent à leurs adhérents le programme qui est à l'hydrophone, par le conservatoire. Voilà, donc ça, c'est riche d'avoir un tel relais de médiation culturelle comme ça. Est-ce que vous pensez, vous avez déjà fait appel aussi à leur association, justement, pour faire des retours Non, pas encore, mais Voilà. c'est l'occasion. Et Contact est pris. c'est vrai que nous, ce que j'apprécie, c'est travailler aussi en mode projet avec des associations ou des IME. Enfin voilà, on fait du sur-mesure en fait. Vous avez fait des ateliers, c'est ça, avec l'IME? Oui, l'IME de la Résidence. Nester. Ouais. En fait, on a eu un artiste en résidence, c'était en 2019, Laurent Tixador, dans le cadre de la Citadelle Fête l'Océan. Donc l'objet de sa résidence, c'était de construire un bar de la plage à partir de déchets récoltés sur les plages à côté de la Citadelle. Et donc, on a construit ce projet avec l'Institut médico-éducatif. On a reçu une subvention Culture Santé. Et les enfants ont participé à 4 ateliers. Donc, le premier atelier était une rencontre au sein de l'établissement scolaire avec l'artiste. Et donc, c'était une belle rencontre, même pour l'artiste. C'est la première fois qu'il faisait ce genre d'action. Ensuite, le deuxième atelier, c'était fait sur les plages, à ramasser les déchets. Et les 2 autres ateliers ont eu lieu au sein de la Citadelle où les élèves ont participé à la construction d'un élément du bar. Donc ça a ensuite été exposé dans le musée. On a fait une petite inauguration pour l'IME en présence de l'artiste et des conseillers DRAC qui nous ont soutenus sur ce projet-là. Un bar, donc un bar. Un bar. Comme en Bretagne, quoi, un bar. Voilà, le bar de la Citadelle pour l'occasion. Et l'histoire s'est pas arrêtée là pour le bar parce qu'il est parti en exposition au Maïf Social Club à Paris. Et dernièrement, il était exposé au Pays Basque dans le cadre d'un festival. Donc le travail des enfants a voyagé à travers la France. Donc c'est des beaux projets. Et régulièrement, on essaye de construire des projets sur une année, en fait, avec des établissements spécifiques. Quand ils voyagent comme ça, c'est bon pour le tourisme. Christophe Guiguin, vous êtes assistant de développement touristique, donc sur le volet inclusion pour l'Orient Agglomération. Je vous ai vu pas mal de fois hocher la tête parce que finalement, tous ces sujets, je comprends bien que vous vous en êtes emparé. Vous avez même été pour le livret Falk, si je comprends bien, un petit peu le motivateur pour tout le monde. Bonjour. Alors en fait, ce qui est intéressant aussi sur tout ce qui a été évoqué durant cette table ronde, en fait, c'est que j'ai été aussi recruté sur une casquette qui est une casquette de quelqu'un de terrain. C'est qu'au départ, je suis médiateur aussi culturel de formation. Je ne vais pas faire ma biographie non plus, mais depuis 15 ans, j'ai eu quelques musées derrière moi. J'ai été formé à l'accessibilité par 2 personnes vraiment exceptionnelles, qui sont Pascal Aumasson, conservateur du musée de Bretagne.
entre autres du Musée de Bretagne, et également Sylvie Ganche, qui est la responsable accessibilité des Champs Libres. Et à partir du moment où j'ai commencé à discuter avec ces personnes, je me suis rendu compte que dans le milieu du métier des métiers du musée, il y avait des personnes qui vraiment voulaient se battre pour la démocratisation culturelle. Moi, je me suis dit, si de toute façon il y a une chapelle comme ça, je veux y être, je veux me battre pour ça aussi de toute façon. Et avec Sylvie Ganche, la question de l'accessibilité est devenue vraiment prégnante. C'était quelque chose de vraiment fondamental. C'est quelque chose qu'elle défend extrêmement bien. Et je me suis dit que je voulais aussi apporter ma petite pierre à l'édifice. Arrivé à la Cité de la Voile, il y avait énormément de choses à faire en 2011 quand je suis arrivé. Et il y a eu également cette chance de pouvoir travailler énormément avec des personnes en situation de handicap qui nous accompagnaient. J'ai vu Madame Guigaud qui est juste ici, qui nous a beaucoup accompagnés tout au long de ces années. On partait très loin en 2011 et on a avancé petit à petit ensemble. On s'est beaucoup nourri du coup des retours qu'on a pu avoir avec Oreille et Vie. Je pense notamment à la V2 de l'exposition permanente où on a obtenu les sous-titrages sur l'ensemble des bornes. C'est quelque chose qui n'était pas acquis au départ, mais qui était très important pour les usagers, notamment en situation de handicap auditif. Et pour rebondir sur ce que disaient les deux intervenants que j'ai sur ma gauche, nous nous connaissons tous les trois, puisque nous avons travaillé sur la mise en place de visites en langue des signes française à la Cité de la Voile en 2019. L'idée étant que c'est quelque chose qui manquait, c'est quelque chose qui ne fait pas partie de l'obtention de la marque Tourisme et Handicap, parce que là, il n'y a pas de notion d'autonomie, il y a une notion de visite guidée, mais sans parler de marque Tourisme Handicap, que je défends maintenant que je travaille à Lorient Agglomération, l'idée c'était vraiment de travailler pour l'accessibilité avant de parler d'une quelconque marque d'État. La marque Tourisme Handicap, je pense qu'il faut plutôt l'avoir comme la cerise sur le gâteau. Mais il restait le gâteau. Ça, il y a un cahier des charges et il y a plusieurs niveaux. Hein, c'est ça pour obtenir... Quand on a travaillé de façon cohérente pendant plusieurs années, tout d'abord, il ne faut pas se le cacher par rapport à l'arrêté, aux lois qu'il faut un petit peu connaître, également au contact des personnes en situation de handicap, les choses se construisent, à mon sens en tout cas, d'une façon tout à fait logique. Et en fait, on gravit petit à petit les échelons sans s'en rendre compte vers la marque Tourisme et Handicap. L'idée, ça a donc été tout d'abord d'avoir une approche vis-à-vis de nos visiteurs, au moment où j'étais encore à la Cité de la Voile, et puis de valoriser, de concrétiser, si je puis dire même de prouver l'excellence en matière d'accessibilité du site par les marques Tourisme Handicap. Alors ça n'a pas été possible pour la marque Tourisme Handicap pour le handicap auditif, parce qu'il manquait cette notion justement d'autonomie sur la langue des signes française, mais ça n'empêchait pas de programmer des visites guidées en langue des signes française si des visiteurs voulaient évidemment en profiter. D'ailleurs, l'association des sourds du Morbihan a été la première structure à suivre une visite qu'ils avaient eux-mêmes co-construit avec nous. Et puis également l'association Eilan, puisque la boucle étant bouclée, il me semble que j'ai dû reconnaître Monsieur Jacquemin, pas très loin d'ici, on a beaucoup travaillé avec lui aussi, sur justement la mise en place d'une visite guidée qui soit compréhensible. C'est tout simple, mais il y avait des mots en langue des signes française qui n'existaient pas, ou en tout cas qu'on ne connaissait pas nous. Et Loïc Jacquemin, qui était interprète non plus, ne connaissait pas, qu'il a dû créer, par exemple, sans cire, pour un bateau, le fait de pouvoir de chavirer par l'avant, c'est quelque chose qui est déjà compliqué à comprendre de par le simple mot que je viens de vous dire. En langue des signes française, il fallait le faire comprendre aussi. Donc c'est quelque chose qui est co-construit, très intéressant, à 3 voix finalement, entre l'interprète, les personnes en situation de handicap qui veulent comprendre ce dont on leur parle, et puis les médiateurs qui eux-mêmes se forment au contact de leurs visiteurs. On parlait également du FALC tout à l'heure. C'est probablement l'une des expériences les plus constructives que j'ai eues de ma carrière de médiation culturelle, parce que ça présuppose, c'est l'article 1 de la règle du FALC, ça présuppose le travail préalable avec une association. On ne peut pas être labellisé FALC sans avoir travaillé avec une association. Et nous avons travaillé à l'époque avec une association qui s'appelle Nous aussi, qui est sur Auray, et qui a un leitmotiv que j'aime beaucoup, qui est « Rien pour nous sans nous ». C'est vraiment quelque chose qui a totalement magnifié le travail qu'on faisait, parce qu'il y a eu un travail, encore une fois, à 3 voix, entre la médiation culturelle que je représentais, l'association de personnes en situation de handicap mental et psychique, et un dessinateur. Et ces 3 personnes discutaient ensemble. On discutait ensemble parfois pendant 2-3 heures, parfois jusqu'à 21h, 22h pour bien poser les choses. Mais c'est une notion véritablement de culture construite, cohérente et ouverte à tous, qui va forcément dans le bon sens. Quand on le fait, on le sait que ça va dans le bon sens, et c'est vraiment très intéressant à faire. Ce qu'on entend surtout, oui, c'est qu'il y a une forme de satisfaction à un moment donné, quand on est acteur culturel, de se dire que le travail et la proposition qu'on fait est accessible à tous. Ça, c'est une vraie satisfaction, enfin, surtout quand on travaille dans la médiation, la programmation. La question que je me pose, quand on est en situation de handicap, on arrive en Pays de Lorient et on voit ce label Tourisme et Handicap, ça veut dire quoi ? Alors,
Pour la marque Tourisme et Handicap, c'est vraiment une preuve d'excellence sur un site. C'est l'idée de pouvoir prouver, si je puis dire, par aussi une visibilité sur une plateforme nationale, qui est celle de l'association Tourisme et Handicap. C'est le fait de pouvoir prouver justement qu'on a travaillé, co-construit aussi avec des associations, son accessibilité dans le but d'être excellent, de par la loi, de par les cahiers des charges, Tourisme et Handicap qui reprennent la loi, mais aussi de par le travail qu'on a pu faire avec les associations qui entourent le site. Concrètement, ça veut dire aussi qu'il va y avoir différents modules qui vont permettre à différentes situations du handicap de pouvoir quand même accéder au contenu culturel. Absolument, absolument. Alors après, la marque Tourisme Handicap correspond à plein de typologies. C'est le culturel, c'est le touristique dans sa globalité, ça peut être aussi le sportif tout simplement. C'est le nautisme, ça peut être aussi les salles de concert. Il y a un cahier des charges spécifique sur les salles de concert. Mais tout ça correspond à un cahier des charges général qui est beaucoup plus volumineux, qui lui-même correspond à l'arrêté de 2017. Donc là, on est dans du technicien véritablement. Mais ce technicien, ce volet technicien, il n'a aucun sens sans le visiteur, il n'a aucun sens sans l'usager, puisqu'il est fait pour lui et au départ construit aussi avec lui. Les associations ont participé à l'élaboration de ces textes et ils font sens. Il y a beaucoup de pédagogie finalement, maintenant que je suis à Lorient Agglomération, j'ai donc une vision un peu plus globale, on va dire, des choses. Il y a aussi parfois vis-à-vis de personnes qui ont un hôtel, un logement à louer, il y a aussi un peu de pédagogie sur le fait d'expliquer pourquoi c'est important. Parce qu'au fait, au final, quand on s'intéresse à l'accessibilité parce qu'il faut s'y intéresser, ça peut vraiment effrayer. Il y a plein de cahiers des charges, il y a plein de normes à connaître. C'est des typologies, on va dire, c'est des familles de handicap qu'on ne connaît pas forcément non plus. Donc l'idée aussi, c'est de un peu prémâcher le travail, expliquer, convaincre parfois un petit peu aussi de l'utilité et surtout du côté pertinent de la démarche, non pas forcément d'obtention de la marque Tourisme Handicap, mais de mise en accessibilité de son établissement, quel qu'il soit, un restaurant, un musée, une salle de concert, que sais-je encore. Pardon, à quel volet de la marque Tourisme Handicap vous voulez que je revienne ? Je peux vous expliquer ce qu'est la marque Tourisme Handicap, peut-être. Oui, alors, je disais donc que le volet technicien, qui est important pour l'obtention de la marque Tourisme Handicap, il n'est rien sans l'usager, sans la personne, sans le visiteur qui va utiliser les différents outils de médiation, par exemple dans le musée ou la salle de concert, parce qu'on en parlait tout à l'heure pour Hydrophone, ça reste de toute façon la personne qui est au centre de la démarche de mise en accessibilité. C'est pas une loi froide, on va dire, c'est avant tout la personne. C'est un outil aussi de communication parce que on l'a vu, hein, le nerf de la guerre, c'est aussi l'argent pour mettre en place parfois des nouvelles médiations culturelles. Et le fait souvent d'obtenir un label, une marque, quel qu'en soit le domaine, c'est aussi une reconnaissance d'une entité territoriale. Et cette entité territoriale a souvent dans son portefeuille des fléchages de subventions. Donc c'est intéressant quand même de rappeler aussi ça. Plus il y aura de marques, plus il y aura de labels. En fait, c'est pas juste pour avoir l'écusson, c'est que souvent ça flèche aussi une subvention et un encouragement pour aller développer et accentuer. Donc il y a de l'espoir aussi pour et puis Pardon, excusez-moi. Non, je vous en prie. On est effectivement en plus réunis dans le cadre du projet Handicap Innovation Territoire et il se trouve que la valorisation de la marque Tourisme Handicap fait partie de l'une des opérations, l'une des 61 opérations, celle que je défends en propre, qui est l'opération 533, c'est vraiment la mise en avant de la marque Tourisme Handicap. Il y a donc un volet budgétaire qui est alloué dans le cadre du HIT pour des dépenses importantes qui serviraient la mise en accessibilité d'un site. On parlait également de la langue des signes française tout à l'heure. Il y a eu, c'est la dernière chose, le dernier projet que j'ai mené avant de partir de la CELOR, il y a eu le développement durant le printemps et la dernière partie de l'hiver 2022 d'un visio-guide qui incorporait toutes les avancées que nous avions fait avec l'association des sourds du Morbihan et l'association Eilan pour reprendre les contenus introductifs, les choses les plus basiques de l'exposition permanente, mais sous forme de langue des signes française. C'est un visio-guide qui a été développé par Audiovisite, qui est une structure qui est notamment s'est occupée du musée des Châteaux-Ducs des Bretagnes à Nantes, et qui du coup a permis, en tout cas autorise maintenant,
une notion d'autonomie en langue des signes française, ce qui n'était pas le cas avec une visite guidée à laquelle il fallait s'inscrire. Donc il y a véritablement aussi le fait de travailler sur on va dire des choses innovantes, des choses qui n'ont pas encore eu cours dans l'agglomération et qui ont été valorisées en plus par un financement par le HIT. Le HIT, on le rappelle, va permettre aussi de travailler sur des innovations. Et c'est vrai que le numérique aujourd'hui ouvre des perspectives quand même assez géniales. Quand on parle d'audio guide, maintenant on peut parler d'appli, on peut parler de, je sais pas, de GPS, de médiation culturelle. Enfin, on peut vraiment imaginer. Alors moi, je suis pas développeur, hein. Donc comme ça, mais en tout cas, je pense que c'est assez facile d'imaginer qu'avec des applications, ce qu'on peut pas faire en vrai, en physique, et en matériel dans un musée ou un espace, on peut tout à fait imaginer qu'en réalité augmentée, en réalité virtuelle, avec une application, ça puisse être sans doute plus facile à développer. Absolument. Coûteux, sûrement, mais plus facile à développer. Je vais laisser le mot de la fin à Michel et Jean-Pierre s'ils veulent réagir. Plus globalement sur le tourisme, le loisir, faut encore beaucoup se battre, j'ai l'impression. Et pourtant, on est sur un territoire vraiment que je trouve assez, qui tire vers le haut vraiment avec HIT. Mais j'ai l'impression qu'en tout cas pour le handicap auditif, il y a encore beaucoup à batailler, à se faire entendre, c'est le cas de le dire, et beaucoup de choses à faire encore. Oui, alors depuis 3-4 ans, sur l'Orient, même au Ré, on commence à être interpellés, mais ce n'était pas le cas avant. Avant, c'était nous qui tentions de faire appel et on nous répétait que ce n'était pas possible. Et il a fallu trouver le temps pour s'organiser. Je vous donne un exemple, mais par rapport au musée du sous-marin, on a fait appel à moi et moi je suis venue, je suis restée et j'ai préparé 3 heures durant avec l'interprète qui était présent. Nous étions 3 personnes à voir pour les dates, à nous mettre d'accord. Puis ensuite, il a fallu organiser la venue du groupe. Il y avait une limitation à 15 personnes, le bus, tout était complet en 3 jours. La visite devait durer donc 1 heure et en fait, il s'est trouvé que ça a duré 3 heures. 3 heures. Et il y a eu une première partie qui était donc avec un guide entendant et l'interprète présent. Et ensuite, par contre, pour le sous-marin, ce n'est pas possible parce qu'il n'y avait pas de place en fait. Donc on est passé par le biais de la tablette et c'était une très bonne solution, une excellente solution. Sinon on aurait été coincé. Mais certainement que dans le futur, ce genre de tablettes guides seront présentes dans tous les musées. Mais ce serait néanmoins un minimum, puisque moi, à titre personnel, je préfère la présence d'un guide. Après la tablette, en l'occurrence, ce genre de tablette dans un musée peut être une solution, oui. Merci. En tout cas, je tiens à saluer le travail quand même de toutes les personnes qui sont là pour l'hydrophone, pour le musée, pour le tourisme et ce que vous avez fait avant et puis évidemment pour le conservatoire. Ça nous montre la culture des possibles, pour reprendre votre terme, Roselyne. Continuez, j'ai envie de vous dire, parce que ça nous tire tous vers le haut et puis ça nous offre l'occasion aussi, on l'a dit, de vivre ensemble, de ressentir ensemble et de comprendre ensemble que notre société a encore beaucoup de progrès à faire. Mais en tout cas, on en est tous des maillons. Donc là, vous êtes plutôt des adjuvants, comme on dit, des atouts. Et un grand merci à vous pour ce que vous faites sur le territoire. Merci à Jean-Pierre et Michel. Et bon courage, parce que c'est vrai qu'ils donnent beaucoup de leur temps, j'ai l'impression. Et vous ne le faites pas pour rien, en tout cas. Ça, j'espère qu'on vous le dit et que vous avez un retour. Vous pouvez les applaudir. Et un grand merci à tous nos intervenants.